Bonjour et bienvenue au lundi du CEP organisé par le réseau EVA. Donc nous allons patienter une petite minute le temps que tout le monde se connecte. Donc, bonjour tout le monde, je vois que beaucoup de personnes sont en train de se connecter. Donc bienvenue à toutes et à tous au lundi du CEP, un webinaire 100% gratuit organisé par des experts des transitions professionnelles, le réseau EVA, afin de vous accompagner dans les différents dispositifs professionnels et de vous les présenter. Aujourd'hui, on se voit pour cet webinaire sur la création reprise d'entreprise et le conseil en évolution professionnelle. En quoi le conseiller en évolution professionnelle peut vous accompagner dans les différentes étapes à la création reprise d'entreprise. Quelques petites règles et consignes avant de débuter cette présentation. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez dans l'onglet « Questions ». Et vous pouvez aussi voter pour les différentes questions afin de les faire monter dans le fil de discussion. Donc n'hésitez pas vraiment à poser toutes les questions en cours de présentation. Et moi, j'y reviendrai soit au fil de l'eau, soit en fin de présentation, à la fin de chaque thématique. Les lundis du CEP, ce sont des webinaires 100% gratuits en ligne sur différentes thématiques de l'évolution professionnelle. Donc aujourd'hui, on est sur la création d'entreprise, mais ça aurait très bien pu être sur un projet de formation, du burn-out, etc. Donc vraiment toutes les thématiques de transition professionnelle. Ce sont des webinaires qui sont organisés tous les 15 jours par différents experts. Donc aujourd'hui, c'est moi et les replays sont disponibles sur mon-service CEP, les lundis du CEP. Donc, pour me présenter, je suis Ludovic Valenza, manager du service conseil en évolution professionnelle du réseau EVA de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vois qu'il y a des problèmes de son. Est-ce que c'est un problème de son qui est pour tout le monde ou uniquement pour Élise? Donc, ok, donc ça a l'air plutôt de fonctionner. Donc, pourquoi créer ou reprendre une entreprise? Il y a différents moteurs. On peut avoir déjà un sentiment d'insatisfaction dans son travail actuel, un envie de changement, un besoin d'évoluer, de progresser. Par exemple, je prends souvent l'exemple d'un électricien qui a travaillé 10, 15 ans dans ce métier-là et qui a envie de créer son entreprise, de mettre en pratique ses compétences et toute l'expérience qu'il a acquise. Des fois, c'est pour faire face à des aléas, des contraintes de santé, ou tout simplement une envie profonde au fond de vous de devenir indépendant et chef d'entreprise. Des fois, c'est pour faire à des aléas économiques, à une perte d'emploi, à des métiers qui disparaissent, ou tout simplement des ambitions personnelles, ou mettre tout simplement en place un rêve. Donc, on voit que les éléments moteurs à la création d'entreprise sont vraiment différents et variés selon les personnes. La création d'entreprise va créer beaucoup d'incertitudes et de stress, des inquiétudes. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver beaucoup d'informations sur Internet, auprès des personnes avec qui vous allez échanger. Et souvent, ces informations, elles sont diverses, des fois, elles sont même contradictoires. La finalité d'un projet de création d'entreprise, c'est la formalisation d'un business plan. Et la question que vous allez vous poser, c'est comment formaliser un business plan? Et selon les connaissances que vous avez, ça peut augmenter ces inquiétudes-là. Comment trouver les financements pour mettre en place mon projet de création d'entreprise? Comment financer si je dois faire des formations en amont de la création d'entreprise? Comment aussi quitter son entreprise pour mettre en place son projet? Quelles sont les procédures, les dispositifs? Donc, vraiment différentes questions qui peuvent être moteurs d'incertitude et de stress. Un projet de création d'entreprise doit se travailler pour sécuriser le futur, c'est
pour sécuriser votre projet, doit être travaillé avec des méthodes pour concevoir son projet. On doit établir aussi un rétro-planning, par exemple par rapport aux aides à la création d'entreprise, où les rétro-plannings sont indispensables. Il faut aussi savoir s'entourer des bonnes personnes, des bons interlocuteurs. Qui peut m'orienter? Qui peut m'aider? Qui peut m'appuyer pour mettre en place mon projet de création d'entreprise? Pensez aussi à des pistes alternatives, parce que souvent on a une idée de départ et suite aux différentes enquêtes, on voit si le projet est viable, on voit s'il faut l'ajuster. Donc il faut avoir aussi des pistes alternatives à un projet de création d'entreprise, mais aussi se former. Aussi se former dans un projet de création d'entreprise, c'est souvent un aspect des projets qui est souvent mis de côté. Il faut bien penser, si je reprends par exemple mon exemple d'un électricien, l'électricien qui a travaillé pendant 10-15 ans et qui veut créer sa propre boîte d'électricité, ben, cette personne-là va être expert en son métier. Ça va être vraiment une personne experte. J'ai ce métier, électricité, ça va être parfait pour elle. Mais cependant, quand on devient chef d'entreprise, il va falloir recruter des personnes, il va falloir communiquer, il va falloir vendre aussi son projet, son produit. Et ça nécessite potentiellement des formations en fonction des profils. Donc, il est très important de se former et de travailler sur les compétences. Généralement, la création d'entreprise, on peut essayer de la décomposer en 7 étapes. La première étape, c'est de travailler sur les compétences. Qu'est-ce que c'est un chef d'entreprise? Quelles vont être les compétences en jeu? Est-ce que j'ai des connaissances sur les documents comptables, par exemple? Après, il y a l'étude de marché. Donc, on reviendra après sur toutes les étapes de la création un peu plus en profondeur. L'étude de marché qui permet d'étudier l'environnement économique de votre projet. Les stratégies commerciales, c'est comment vous allez créer votre projet, comment vous allez vendre, comment vous allez communiquer, quel type de produit, quelle qualité, à quel prix. Et tout ça va s'ajuster avec l'étude de marché. L'étude juridique, la définition des statuts sociaux de l'entreprise, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on peut, un langage plus courant, ça va être la carte d'identité de l'entreprise. Ça va définir les responsabilités et la gouvernance de l'entreprise. Les prévisionnels comptables qui sont contraignants à réaliser, mais indispensables pour toute demande de financement à un projet de création d'entreprise. Quitter son entreprise et après mettre en œuvre son projet de création d'entreprise. Et le conseil en évolution professionnelle peut vous accompagner dans toutes les étapes à cette création d'entreprise et va s'adapter à votre niveau d'avancement. Le CEP, la création d'entreprise, donc en quoi le CEP, le conseil en évolution professionnelle, peut être un appui pour vous dans vos projets de création d'entreprise. Tout d'abord, ça va être un accompagnement à la formalisation du projet. Ça va aussi vous apporter un nouveau regard à votre projet, un regard neutre. Trouver la bonne information dans cet univers où l'information est souvent contradictoire. Aussi, être orienté vers les experts, les bons interlocuteurs qui peuvent vous aider. Exemple, on parlait des prévisionnels comptables. Qui peut vous appuyer, qui peut vous aider à mettre en place, à réaliser, à créer ces documents comptables gratuitement, parce qu'il y a des solutions qui peuvent vous accompagner dans ce sens-là. Ça permet aussi de donner du sens au projet, de voir les réelles motivations, les réels freins au projet et d'y remédier. Ça permet aussi d'avoir une méthodologie construite et se préparer à différents aléas. Le conseiller en évolution professionnelle va aussi vous accompagner dans les démarches pour quitter votre emploi. Soit, on reviendra aussi après par la suite dans le dispositif d'émission-reconversion, donc le processus démissionnaire, où là, c'est un dispositif qui permet de quitter son emploi pour mettre en œuvre un projet de création d'entreprise tout en bénéficiant de l'allocation chômage, ou être accompagné sur comment argumenter une rupture conventionnelle. Euh, Souvent, on rencontre des personnes où la rupture conventionnelle a été refusée, certainement des fois parce qu'elle n'a pas été argumentée. Donc, il est très important aussi de passer par cette phase-là.
Le rôle du CEP, ce n'est pas de faire votre projet de création d'entreprise. Vous n'allez pas rencontrer un conseiller en évolution professionnelle pour lui dire, voilà, monsieur, madame, est-il possible de faire avec moi le prévisionnel comptable, de réaliser à ma place l'étude de marché, mais ça va être plus de la co-construction. L'objectif du conseiller en évolution professionnelle, c'est d'être ensemblier, conseil, soutien dans les différentes étapes, pédagogue en vous donnant les moyens, les outils, une méthodologie. C'est vraiment un travail de co-construction. C'est surtout le rôle du conseiller en évolution professionnelle, c'est de vous orienter vers les bons interlocuteurs au bon moment et ne pas vous faire perdre de temps. C'est être soutenu dans toutes les étapes, de l'idée au départ. Ou des fois, il y a même des personnes qui veulent créer une entreprise mais qui n'ont pas d'idée de création. Est-ce que vous avez des questions sur le rôle du conseiller en évolution professionnelle dans un cadre d'un projet de création ou reprise d'entreprise avant d'attaquer l'étude de marché, les différentes étapes? Donc voilà, c'était vraiment pour vous clarifier le rôle du conseiller en évolution professionnelle. Ce n'est pas un expert, qu'on peut l'entendre, un expert comptable pour réaliser des documents comptables, mais par contre, son rôle, c'est vraiment de vous aiguiller le mieux possible vers les meilleures personnes. Oui, bien sûr. Le conseil en évolution professionnelle peut être en soutien de la prestation que vous réalisez à la Chambre des métiers, à la Chambre des métiers et de l'artisanat, à la Chambre du commerce ou même à la Chambre d'agriculture. Je pense, Laetitia, vous avez évoqué une prestation d'accompagnement à la création à la CCI, à la Chambre de commerce. Oui, en effet, c'est très intéressant d'avoir un deuxième regard. Même, je vous le conseille, d'avoir 2-3 regards croisés sur un projet de création d'entreprise. C'est souvent ce qui est recommandé. Alors, avant d'aller un peu plus loin dans les étapes de la création d'entreprise, oui, avant d'aller un peu plus loin, tous les domaines d'activité sont concernés par le CEP. Et vous aurez la possibilité de revoir toute la présentation en replay. On pourra aussi vous envoyer le support. Donc, avant d'aller un peu plus loin dans la présentation, dans les différentes étapes, tout d'abord, qu'est-ce que c'est un chef d'entreprise? C'est quoi le quotidien d'un chef d'entreprise? Ça va être de produire. Son entreprise doit produire pour vendre. Ça doit être de gérer. Ça doit être aussi de manager. Vendre, ça veut dire quoi de vendre? Ça veut dire prospecter, communiquer, avoir du relationnel, de l'écoute, du conseil, gérer. Gérer les finances, gérer la trésorerie, les stocks, les fournisseurs, les clients, manager, plus du côté des ressources humaines. Si demain vous devez recruter une personne, est-ce que vous savez recruter? Est-ce que vous savez passer des offres d'emploi? Est-ce que vous connaissez un peu le droit du travail? Donc, vous voyez, en fait, le chef d'entreprise, tout dépend de votre parcours, aura potentiellement besoin en formation ou de faire des ajustements. Il existe des formations très courtes sur, exemple, communiquer, savoir communiquer, etc. Savoir communiquer, et vous pouvez trouver des formations très courtes. De même pour connaître un petit peu le droit du travail ou autre. Donc, très important de vraiment identifier votre rôle et votre quotidien, de vous projeter. Et ça, pour moi, c'est vraiment le plus important. Car après, tout le reste, l'étude de marché, les prévisionnels comptables, c'est que du non palpable, c'est que du prévisionnel. Tandis que là, c'est au moins vous avez la certitude de vos compétences, de vos différents talents pour mettre en œuvre et faire fonctionner votre entreprise. Donc, l'étude de marché, qu'est-ce que c'est une étude de marché? L'étude de marché, c'est une étude qui est indispensable. Pourquoi?
Parce qu'elle permet vraiment de connaître son environnement économique. Quels sont les acteurs? Qui sont les clients? Qui sont les concurrents? Qui sont les fournisseurs? Quoi? Quels produits? Quelle qualité? Ça permet d'étudier les concurrents. Comment? Quels sont les moyens humains, les moyens matériels, les communications utilisées par les concurrents? Et où une implantation? Donc l'étude de marché doit vraiment être réalisée dans votre lieu d'implantation. Souvent, on regarde, il y a des études de marché, par exemple, moi je suis à Lyon, souvent dans les études de marché, il va être indiqué, voilà, le panier moyen au niveau de la France est de 30 € par exemple. Ça, ce sont des éléments qu'on peut retrouver, mais ce n'est pas une étude de marché qui est pertinente. L'idéal, c'est vraiment de faire une étude qui est sur votre territoire et même dans votre ville, selon votre zone de chalandise. C'est très important de faire l'étude de marché sur votre territoire et de considérer tous les acteurs. Donc, on fait une étude des consommateurs, des clients, quel est le panier moyen qu'ils sont prêts à mettre, à quelle fréquence, quel est l'acte qui va faire qu'ils viennent dans votre magasin ou non. Donc, tout ça, ce sont des études. On étudie aussi les concurrents, quel prix ils vendent, quelle qualité ils vendent, les fournisseurs, est-ce qu'il y a des fournisseurs, à quel prix. C'est très important d'étudier, de réaliser cette étude de marché pour vraiment connaître son environnement. Et l'objectif de cette étude de marché, c'est de dégager les points forts et les points faibles des concurrents et des consommateurs, pour pouvoir après, vous, par la suite, définir des stratégies commerciales pour mettre en place votre entreprise. L'étude de marché, c'est vraiment un élément crucial, va permettre de déterminer la faisabilité et la viabilité du projet et permet la mise en place et l'adaptation des stratégies commerciales à vos différentes découvertes suite à l'étude de marché. Et l'objectif du conseil en évolution professionnelle, c'est de vous donner des outils, une méthodologie pour savoir quels éléments récupérer de l'étude de marché, comment questionner les consommateurs, des grilles d'analyse, des tableaux à compléter, comment réaliser une enquête auprès des consommateurs. Donc vraiment, le rôle du conseiller en évolution professionnelle, c'est de vous donner les outils ou même de vous orienter vers des prestations complémentaires. Tout à l'heure, il y avait une personne qui disait une prestation de la complémentaire de la Chambre du commerce et de l'industrie qui accompagne aussi les porteurs de projets. Donc, le conseiller en évolution professionnelle va vous orienter vers ce type de prestation, mais pas seulement. Ça peut vous orienter vers les chambres consulaires, donc la CCI, comme vous l'avez évoqué, mais ça peut aussi vous orienter vers des experts comptables, vers d'autres personnes, afin de croiser les données. Il est toujours intéressant de croiser les données dans un projet de création d'entreprise. Donc, il y a une question dans le chat. Donc, comment définir les tarifs dans le cadre d'une prestation intellectuelle? Les tarifs, dans tous les cas, vont être définis selon plusieurs méthodes. Tout d'abord, il faut réaliser des enquêtes auprès des consommateurs pour savoir à quel prix ils sont prêts à acheter votre produit ou votre service. Dans un second temps, il faut voir s'il y a des concurrents et à quel prix eux, ils vendent. Parce que pour le même produit, il n'y a aucune raison qu'un concurrent vend 30 € par exemple et qu'un autre concurrent vend 100 ou 200 € pour le même produit et la même qualité. Et après, il y a tous les charges que vous avez, les charges fixes, vos coûts minimums pour fabriquer un service. L'électricité, le papier, le temps de travail de la personne qui va réaliser la tâche, etc. Donc, vous avez plusieurs méthodes pour définir un tarif de vente. Et quand vous déterminez des tarifs de vente ou des prévisionnels comptables, l'idéal quand même, c'est pas d'être trop optimiste et être un peu pessimiste, voire d'en faire plusieurs. Donc le conseiller en évolution professionnelle ne va pas vous accompagner, par exemple, à définir le prix de vente, mais par contre va vous donner une méthodologie, des outils pour calculer ce prix de vente. Voici la nuance. Et après, l'expert que vous allez rencontrer va vous dire
c'est faisable, c'est pas faisable, etc. Et donc, du coup, c'est très intéressant de rencontrer des professionnels des chambres consulaires, mais aussi des comptables qui connaissent le terrain, qui connaissent les dossiers. Donc, très bonne question, Ziad, parce qu'on y arrive sur le choix des statuts. Et c'est la diapo, donc il y avait une question sur le choix des statuts. En fait, il n'existe pas de forme idéale pour les statuts juridiques. Ça va dépendre de plein de choses. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes à plusieurs? Est-ce que vous allez faire des crédits ou non? Est-ce que vous avez du patrimoine perso ou non? Est-ce que vous préférez le régime, parce que le statut de l'entreprise, pardon, ça va définir le régime social aussi. Est-ce que vous préférez être à la, entre guillemets, à la régime, au régime des indépendants ou au régime des salariés? Ça va dépendre aussi de la nature de l'activité. Est-ce que c'est une profession, par exemple, une profession libérale? Et de la taille de l'entreprise et si vous souhaitez la développer plus tard. Et aussi, ça va déterminer le statut juridique, ça va déterminer votre responsabilité, mais aussi le montant de l'impôt que vous allez payer. Soit l'impôt sur le revenu, soit l'impôt sur les sociétés. Et c'est pas parce que vous créez une micro-entreprise que vous allez payer moins d'impôts. Donc ça se calcule. Et pour cela, en fait, les experts comptables, les chambres consulaires sont des interlocuteurs idéaux pour vous dire, bah voilà, si vous vous mettez en statut auto-entrepreneur, voilà combien ça va vous coûter, voilà combien vous allez vous gagner. Si vous mettez en SARL, en autre statut, voilà combien vous allez payer d'impôts, voilà comment ça va fonctionner. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas forcément tout de suite partir en se disant micro-entreprise, ça va ce qui va coûter le moins cher. Micro-entreprise, c'est vrai que c'est le moins cher pour créer l'entreprise. C'est vrai que c'est moins cher, mais ça ne veut pas dire que vous allez payer moins en fin d'année. Et toujours faire le ratio quand on parle de coût à la vie d'une entreprise. Par exemple, c'est vrai que 2 000 € pour tout individu, c'est beaucoup d'argent. Mais pour une entreprise, c'est pas sur un an, c'est pas beaucoup d'argent. Donc voilà, ça se réfléchit. Et l'idéal, c'est quand même de rencontrer un expert dans les statuts juridiques pour étudier les différentes solutions. Et c'est après avoir choisi les statuts juridiques que vous allez pouvoir définir vos prévisionnels comptables, parce que tout est en lien. Voilà. Des fois, on reçoit des personnes qui ont déjà fait des prévisionnels comptables, mais qui n'ont pas choisi les statuts. De nature, le prévisionnel comptable est faux parce qu'il va vraiment s'adapter à chaque statut. Est-ce que je récupère la TVA ou non? Voilà, donc c'est vraiment, moi je conseille, pour mon conseil, moi c'est vraiment étudier cette phase-là et pas se lancer tout de suite dans un statut. L'importance des statuts juridiques, pour compléter ce que je viens de vous dire, c'est vraiment, ça va déterminer votre responsabilité dans l'entreprise, le régime social, la fiscalité, la gouvernance. Mais ce que je voulais aussi vous indiquer dans cette diapo de plus que tout à l'heure, c'est aussi de prévoir toutes les activités que vous allez faire dans le futur. Je prends l'exemple d'un restaurant. Un restaurant, il peut avoir plusieurs activités. Il peut faire un restaurant, il peut faire de la livraison, il peut faire des services traiteurs, il peut aller organiser des mariages, mais tout ça doit être écrit dans les statuts. Car si ce n'est pas écrit dans les statuts, la personne n'aura pas le droit de le faire. Donc si le restaurateur n'a pas mis dans les statuts, je vais faire des services traiteurs, il n'aura pas le droit d'être considéré comme un traiteur. Et si après, à terme, il veut être traiteur, ça va lui coûter de l'argent pour modifier les statuts. Mais s'il ne fait jamais traiteur et qu'il l'a mis dans les statuts, c'est pas grave, il l'a anticipé, il le fait tant mieux, il le fait pas tant pis. Mais mieux vaut prendre le temps de vraiment mettre toutes les activités et services que vous allez proposer sur et peut-être pour éviter de changer dans 1 an, 2 ans et redépenser 2, 3, je ne sais pas combien ça coûte, mais voilà, de redépenser 2, 3, 4 000 € pour refaire les statuts.
Et ce qui est aussi important, c'est que dans votre stratégie de mise en place de la création d'entreprise, tous les porteurs de projets peuvent avoir des aides à la création d'entreprise. Ça peut être des aides de financement, donc des aides de financement, plusieurs aides de financement au niveau départemental avec Initiative. Chaque département de France a le réseau Initiative qui donne des aides à la création d'entreprises. Vous avez aussi le réseau Active où là c'est la région. Donc chaque région de France donne des aides à la création d'entreprises. Et après, vous allez avoir des aides en fonction de votre statut. Est-ce que vous êtes en situation de handicap? Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous avez plus ou moins de tel âge? Dans quelle localité? Pour vous donner un ordre d'idée, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a plus de 140 aides à la création d'entreprises. Et là, sur l'écran, vous n'en avez que 3 ou 4. Donc, c'est pour ça que les aides, il y a les grandes aides classiques, Initiative, Active, l'ACRE. L'ACRE de l'URSSAF aussi, c'est une aide indispensable qui permet de ne pas payer de cotisation sociale la première année. L'ARS et l'ARE, donc tout ce qui est allocation chômage, Pôle emploi aussi, vous donne une aide à la création d'entreprise. Donc voilà, c'est vraiment intéressant d'étudier toutes les aides que vous pouvez rencontrer et ne pas avoir peur de les solliciter. Donc les aides, attention aussi aux aides, parce que les aides, vous avez des fois des garanties. Exemple, vous faites un crédit à la banque et France Active se porte garant de votre crédit. Donc ça facilite l'accès à des crédits. Mais aussi, des fois, ça peut être des crédits à taux zéro. Mais des fois, cumuler 3 crédits à taux zéro, bah, ça fait une mensualité plus grosse qu'un seul crédit. Donc voilà, donc tout ça s'étudie. Et vous pouvez aussi être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle pour étudier toutes ces différentes aides à la création d'entreprise. Est-ce que vous avez des questions sur l'étude de marché, les statuts juridiques, les aides, avant d'aller un peu plus loin? Ça vous semble plutôt clair? Ouais, nickel. Donc, ce qui est important par rapport aux aides à la création d'entreprise, si vous voulez vraiment bénéficier, vous êtes actuellement salarié par exemple, si vous voulez vraiment bénéficier d'un maximum d'aide à la création d'entreprise et sécuriser un petit peu votre projet, l'idéal quand même, c'est de passer par la case Pôle emploi pour bénéficier de l'ARE, donc d'un revenu mensuel qui vous permet voilà, de sécuriser votre projet, sachant que les premiers mois, les premières années, c'est un peu plus compliqué. Non, l'âge n'est pas, en tout cas à ma connaissance, alors peut-être pour des aides, parce que des fois il y a des aides uniquement pour les jeunes, mais l'âge n'est pas un critère de ne pas bénéficier d'aide à la création d'entreprise. Le critère le plus qui peut vous enlever des aides à la création d'entreprise, ça va être votre statut. Est-ce que vous êtes salarié? Est-ce que vous êtes demandeur d'emploi? Est-ce que vous êtes en situation de handicap, par exemple? Non, pas à ma connaissance. Je ne vois pas d'aide complémentaire à l'ASS, mais ça, il n'y a qu'un expert. Comme je vous l'ai dit, il y a plus de 140 aides dans une région. Donc, imaginez dans toute la France. Donc ça, pour moi, il n'y a qu'un conseiller expert qui pourra vous aiguiller. Et une fois que vous avez fait l'étude de marché, mis à place vos stratégies, défini les statuts, vous pouvez enfin réaliser votre prévisionnel comptable. Attention, quand vous réalisez vos prévisionnels comptables, il est très important de se projeter.
prends par exemple une personne qui souhaite créer une entreprise de formateur, qui souhaite être formateur, voilà, qui souhaite créer son entreprise de formation. Pour mettre en place des prévisionnels comptables, il faut décrire sa semaine de travail. Si j'ouvre mon entreprise de formation, ça veut dire que, par exemple, le lundi matin, je vais vendre et le lundi après-midi, je serai en formation. C'est vraiment de décrire sa journée de travail par rapport aux piliers qu'on a vus en introduction. Vendre, manager, piloter, etc. pour définir son prévisionnel comptable. Et ne pas faire totalement confiance, même s'il faut, hein, aux chiffres qu'on vous donne. Si par exemple demain vous rencontrez un expert et il vous dit voilà votre chiffre d'affaires ce sera 100 000 euros par exemple, ben la réelle question c'est comment vous obtenez ces 100 000 euros là. Voilà. C'est ça qui est vraiment important dans un projet de création, c'est comment vous obtenez tel ou tel chiffre. Donc il existe 3 documents comptables qui sont obligatoires quand vous faites des demandes de dispositifs ou de financement de crédit. C'est ce qu'on appelle le plan de financement. Le plan de financement, pour moi, c'est l'un des documents le plus importants. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui n'est pas prévisionnel. C'est le seul qui est réel. En fait, le plan de financement, c'est qu'est-ce que vous avez besoin comme argent pour ouvrir votre magasin. L'achat d'un fonds de commerce. Donc, je prends l'exemple dont on veut ouvrir un bar, tout simplement, on veut ouvrir un bar. Ben, il faut acheter un fonds de commerce, il faut faire des travaux, il faut acheter des frigos, il faut avoir un peu de trésorerie pour rendre la monnaie le premier jour d'ouverture, il faut avoir des stocks de boissons pour vendre, et il faut peut-être avoir une petite voiture pour aller chercher les livraisons. Et en fait, le plan de financement, c'est combien d'argent vous avez besoin et comment vous le financez pour le premier jour d'ouverture, pour le simplifier. Donc pour moi, c'est ce qui est le plus réaliste. Et après, on est dans le prévisionnel comptable. Donc vous allez avoir le compte de résultat prévisionnel et le bilan prévisionnel. Le compte de résultat prévisionnel, on va dire, ce sont les charges de fonctionnement, les charges et les recettes de fonctionnement. C'est tous les consommables. Par exemple, si on peut très bien faire, pour vous expliquer en 2 mots qu'est-ce que c'est, si on se le met à la vie privée, à la vie de tout le monde, de chacun d'entre nous, hein, ben, les recettes, ça va être votre salaire. Tous les mois, vous gagnez de l'argent grâce à votre salaire. Mais tous les mois, vous avez des dépenses, des consommables, EDF, le téléphone, le loyer, l'alimentaire, etc. Que des consommables. Et après, vous avez le bilan prévisionnel, qui est le patrimoine de l'entreprise, la valeur de l'entreprise, où là, on va retrouver la voiture, l'ordinateur, le frigo, votre compte bancaire. C'est un peu, entre guillemets, ce que saisissent le fisc si vous avez des problèmes financiers. C'est la même chose dans une entreprise. Ça s'appelle le bilan prévisionnel, donc c'est la valeur, le patrimoine de l'entreprise. Et le compte de résultat prévisionnel, bah, c'est un peu ce que vous faites tous les mois, recettes moins dépenses. Après, vous avez le document qui est moins obligatoire, qui est le budget de trésorerie, où là, c'est jour par jour, mois par mois, non plutôt mois par mois, et vous pouvez descendre aussi jour par jour. Ça, c'est pour savoir votre relevé, si vous êtes à la fin du mois en positif ou en négatif. Compte de résultat et bilan, c'est sur 1 an. Et budget de trésorerie, c'est jour par jour ou mois par mois sur 1 an. Et après, vous pouvez retrouver aussi des indicateurs financiers qui vont plus calculer la rentabilité, le taux d'endettement de l'entreprise. Mais ça, il n'y a aucun intérêt si vous n'avez pas de notion de comptable. Mais par contre, un indicateur qui est assez simple, que vous pouvez demander qu'on vous le calcule, etc., quand vous rencontrez des experts, et qui est très parlant, qui parle à tout le monde, qui est le seuil de rentabilité. Si vous voulez parler d'un indicateur financier pour voir si votre projet est viable, c'est pour moi le plus simple, c'est le seuil de rentabilité qui va vous dire à partir de quand votre entreprise est rentable. À partir de combien de ventes de produits votre entreprise est rentable, ou à partir de combien de chiffres d'affaires votre entreprise est rentable, ou même en termes de temps, jusqu'à à partir de quel mois de l'année votre entreprise est rentable.
Et je trouve que c'est un indicateur qui est très intéressant, parce que si votre entreprise est rentable au mois de décembre, bah, c'est un peu plus contraignant que si votre entreprise est rentable au mois de juin. Donc là, l'objectif, ce n'était pas de vous apprendre à faire des prévisionnels comptables, etc., parce que c'est des études, hein, mais c'est plus de voir la finalité et les objectifs de chaque document comptable. Donc, pour répondre aux différentes questions sur les aides à la création d'entreprise, sur le site de la BPI, vous tapez sur Google BPI et vous allez trouver un moteur de recherche des aides à la création d'entreprise. Vous n'allez pas retrouver une feuille avec toutes les aides à la création d'entreprise parce que ça va vraiment dépendre de la ville où vous êtes et du type de projet. Je prends l'exemple, demain vous vous installez dans un quartier défavorisé ou dans une zone rurale, vous allez avoir des aides complémentaires. Oui, tout à fait. Pour demander des aides à la création d'entreprise, il y a un désordre, un ordre à respecter. Pour bénéficier de l'ARS, il faut d'abord bénéficier de l'ACRE. Ces deux aides sont liées. Il est très compliqué d'immatriculer une entreprise et de demander les aides ensuite. Ça peut fonctionner, mais c'est toujours pareil, c'est en fonction des statuts que vous voulez prendre. Exemple, si vous êtes auto-entrepreneur, vous n'avez qu'une seule date de création d'entreprise. Exemple, le 23 janvier. Tandis que si vous vous mettez en société, vous pouvez avoir deux dates. Date de création d'entreprise le 23 janvier, date de début d'activité le 31 mars. Et donc, du coup, certaines aides dépendent de la date de début d'activité. Non, le plan de financement, il répond à tous vos besoins d'investissement. Quand j'ai voulu simplifier en vous disant, vous basez sur la première journée, mais c'est un peu plus que ça. Hein. C'est est-ce qu'il y a des aléas, s'il y a des dépenses complémentaires, si demain votre frigo est en panne. C'était pour répondre à Jean-Patrick. Voilà, donc le plan de financement va être complété. En fait, c'est un tout. Hein. Il va y avoir le plan de financement, c'est pour ouvrir votre... voilà, c'est pour sécuriser la finance, avoir des réserves aussi. Et après, prévisionnel comptable et bilan de l'entreprise, c'est pour vraiment décrire l'activité de l'entreprise. Ça n'a pas la même vocation. C'est l'ACRE qui a demandé avant l'ARS, oui, tout à fait. Et pareil, il faut, quand vous demandez ces aides-là, il est très important de faire des rétro-planning parce que j'ai vu des personnes avoir raté des aides parce qu'ils ont soit été trop pressés de créer tout de suite, soit ils ont... Voilà, donc c'est très important avant d'enclencher des démarches, de rencontrer des experts et de déterminer voilà, un petit rétro-planning. En micro-entreprise, vous avez 45 jours pour demander l'ACRE. Mais pour demander l'ACRE, il faut être demandeur d'emploi. Voilà, donc c'est à étudier. Moi, je ne peux pas vous répondre là comme ça, comme je ne connais pas votre profil, vos projets. Je ne vais pas vous dire oui ou non, il faut créer maintenant, pas maintenant. Voilà. Je sais qu'en tout cas, en auto-entrepreneur, vous avez 45 jours pour faire la demande d'ACRE. En société, c'est automatique. C'est ça. En fait, pour avoir l'ACRE, il faut être demandeur d'emploi. Donc, logiquement, si on se fait on imagine. Donc, ça veut dire être demandeur d'emploi lors de la création d'entreprise. Donc, ça veut dire je suis demandeur d'emploi, je crée mon entreprise, je me rapproche de l'URSSAF, je demande l'ACRE, puis je me rapproche de mon conseiller Pôle emploi pour demander l'ARS.
Et l'ARS, pour toutes les personnes qui ne savent pas, en fait, quand vous êtes demandeur d'emploi et vous avez un projet de création d'entreprise, vous avez le choix. Soit d'avoir l'ARE, donc tous les mois, l'allocation chômage qui tombe. Tous les mois, vous avez, j'ai une bêtise, mais 1 000 € tous les mois qui tombent. Ou sinon, vous avez l'ARS, c'est-à-dire de récupérer 50% de l'ARE. Pas la totalité, 50% au cas où si votre projet tombe à l'eau. Donc, en résumé, donc on a fait exprès de mettre cette diapo un peu brouillonne pour vous montrer toutes les étapes de la création d'entreprise. Et on voit vraiment qu'il y a, si on veut vraiment travailler en perfectionner son projet, qu'il y a pas mal de choses, pas mal d'étapes à réaliser. Soit que vous avez la main, vous avez les connaissances, les compétences pour, soit d'être aiguillé, accompagné par des experts, des prestations complémentaires, etc. Mais il n'y a aucune obligation. Quelqu'un qui a un projet de création d'entreprise, si il se sent capable, il peut tout réaliser tout seul. Mais ça va être vraiment... Il y a une partie aussi qu'on a laissée de côté. Je n'ai pas trop parlé lors de cette présentation, c'est la réglementation. Je prends l'exemple d'un bar. Quelqu'un qui veut ouvrir un bar, il y a des formations obligatoires avant. Formation d'hygiène et formation de débit de boisson. Et beaucoup de secteurs d'activité ont des formations de la réglementation obligatoire. Donc attention à ça quand vous vous lancez d'un projet. Et pourquoi rencontrer un conseiller en évolution professionnelle? Parce que c'est trop dense, trop d'informations, un sentiment d'être un peu perdu, besoin d'avoir un autre avis, un avis croisé, trop compliqué, trop d'interlocuteurs. Vraiment, le conseiller en évolution professionnelle va essayer de vous clarifier, de vous ensemblier, de déterminer avec vous un rétro-planning pour mettre en œuvre votre projet de création d'entreprise et surtout ne pas rater d'aide. Voilà. Parce que des fois, on aperçoit des personnes qui ne peuvent pas aller plus loin dans leur projet de création parce qu'elles elles ont trop fait vite. Il aurait fallu attendre une semaine. Voilà. Donc, le conseil que moi je peux vous donner, c'est des fois mieux vaut attendre une semaine que de créer tout de suite. Surtout dans le cadre du dispositif démissionnaire que je vous présenterai très rapidement juste après. Mais le dispositif démissionnaire, c'est un dispositif qui vous permet de quitter votre entreprise et mettre en œuvre votre projet de création d'entreprise et bénéficier de l'allocation chômage. Mais il y a beaucoup de points de vigilance, donc attention à ça. Donc le conseiller va vous accompagner dans les inquiétudes, dans la stratégie, dans trouver des organismes d'accompagnement, dans les procédures, les dispositifs, quitter son entreprise, clarifier la formation et vous donner surtout des outils et des moyens pour essayer de faire seul. Oui, on peut demander des aides à la région, donc ce n'est pas forcément des subventions, mais oui, il y a des aides, des prêts, des garanties à taux zéro de la région, mais aussi il peut y avoir des subventions selon votre secteur d'activité. Pour avoir les infos, pour moi, pour avoir les infos, il va y avoir le site de la BPI qui peut vous orienter sur les aides à la création d'entreprise. Et surtout, le conseiller en évolution professionnelle de votre territoire en saura un peu plus. Donc, je vous ai mis le site BPI dans la conversation. Vous tapez sur Google BPI. Et là, c'est vraiment l'organisme central de la création d'entreprise en France. Donc, le dispositif démissionnaire qui permet de quitter son entreprise et pour mettre en œuvre son projet de création d'entreprise. Voilà, vous êtes actuellement salarié, vous avez une envie de créer votre entreprise. Il existe le dispositif démissionnaire.
Il faut être en CDI. Pour être éligible, il faut être en CDI, avoir 5 années d'activité et passer par un conseiller en évolution professionnelle obligatoirement. Et avec lui, déposer un dossier à une commission qui va définir si votre projet est réel et sérieux pour quitter votre entreprise et bénéficier de l'allocation chômage. A contrario, demain, vous démissionnez sans passer par ce dispositif-là, vous ne pourrez pas avoir l'allocation chômage. Ce dispositif je le trouve très pertinent. Cependant, il faut vraiment faire attention à ne pas trop anticiper et vraiment prendre contact avec le conseiller en évolution professionnelle avant d'entamer toute démarche de création ou de démission. Vous pouvez avoir réfléchi votre projet, vous pouvez avoir tout fait, mais surtout ne pas démissionner avant d'avoir rencontré un conseiller en évolution professionnelle. La procédure, comment ça se passe? Étape 1, je vérifie mon éligibilité. Étape 2, je me fais accompagner par un conseiller en évolution professionnelle et avec lui, on va co-construire ce qu'on appelle le volet CEP et qu'on va déposer à une commission qui va déterminer le caractère réel et sérieux du projet. Et en cas de refus de la commission, vous avez le droit de faire un recours. Et vous avez 2 mois pour faire un recours. Et le conseiller en évolution professionnelle vous accompagne de l'éligibilité au recours. Et ce dispositif démissionnaire, il est très intéressant, mais en amont aussi, il est très intéressant d'essayer d'argumenter, de négocier une rupture conventionnelle avec votre employeur. Et là aussi, le conseiller peut vous accompagner à trouver les bons arguments. Lucie, je vous mets le site, je vous mets le lien direct dans la conversation. Je vous ai mis le lien du site BPI dans la conversation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu et, sur la création ou ça vous semble plutôt clair? Après, c'est vrai que ça va très très vite. Hein. Donc, n'hésitez pas après à revoir le replay ou même contacter un conseiller en évolution professionnelle ou même vous rapprocher de la personne qui vous accompagne parce que j'ai vu que certains étaient accompagnés par la CCI, par exemple. Donc, n'hésitez pas après à revenir sur les questions. Et pour conclure, moi, je voulais vous présenter le conseil en évolution professionnelle, qui est un service, qui est une mission de service public, qui est gratuit, et tout salarié a le droit au conseil en évolution professionnelle. Tout à l'heure, j'ai vu qu'on parlait de Pôle emploi dans une question. J'ai fait exprès de ne pas y répondre parce que je vais y revenir tout de suite. En effet, les conseillers Pôle emploi font aussi du CEP. En fait, il y a, selon votre statut, vous allez soit être orienté vers nous si vous êtes salarié, donc le réseau EVA, ou si vous êtes demandeur d'emploi uniquement, vers Pôle emploi. Et si vous êtes par exemple à temps partiel ou en CDD, vous avez le choix, soit entre Pôle emploi, soit entre nous. Mais c'est une mission de service public et tous les salariés de France ont le droit de bénéficier du CEP gratuitement pour être accompagnés dans tous les projets, toutes questions professionnelles. Donc, comme je vous le disais, hein, c'est un service gratuit, personnalisé, neutre, confidentiel et de proximité. Par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a 200 sites, pardon, je me suis enflammé, 125 sites, pardon, où on peut accueillir des personnes et 200 conseillers. Et l'objectif du conseil en évolution professionnelle, c'est d'aider, d'appuyer tous les salariés et chefs d'entreprise pour faire le point sur leur situation et, le cas échéant, vous accompagner à élaborer, formaliser votre projet d'évolution professionnelle. Et aujourd'hui, c'était la création d'entreprise, mais ça aurait très bien pu être un projet de formation ou tout simplement préparer votre entretien professionnel.
En tant qu'entrepreneur, oui, vous cotisez à la retraite. Hein. Euh, donc voilà, je reviens sur les opérateurs en conseil en évolution professionnelle. Il existe 5 opérateurs en conseil en évolution professionnelle. Le réseau EVA pour les salariés et chefs d'entreprise. Donc là, il suffit d'avoir un contrat de travail. L'APEC pour les cadres et demandeurs cadres. Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi. Les missions locales pour les jeunes de moins de 26 ans. Et Cap emploi pour les personnes en situation de handicap. Mais vous avez le droit aussi de choisir votre opérateur. Par exemple, si vous êtes en situation de handicap et que vous n'avez pas forcément envie d'avoir que Cap emploi est trop loin de chez vous, par exemple, vous pouvez très bien prendre un rendez-vous avec le réseau EVA si vous êtes salarié. Donc on accompagne les CDI, les CDD, intérimaires, saisonniers, intermittents du spectacle, vraiment toute personne qui a un contrat de travail, peu importe son âge. Donc comme je vous l'ai dit, le CEP, c'est vraiment pour tous les projets professionnels, du développement de compétences, à la formation, à la création, à la recherche d'emploi, à l'évolution interne. C'est vraiment toute question que vous avez en lien avec votre carrière professionnelle. Généralement, le conseil en évolution professionnelle se fait en 2 niveaux, en 2 phases. Un premier niveau où c'est un premier rendez-vous avec un conseiller qui peut durer 1h30 à 2 heures, où là, c'est vraiment ça vous permet à vous d'exprimer votre demande, votre besoin, vos difficultés, les différents freins, vos points d'appui, où vous en êtes dans votre démarche, et permettre vraiment à clarifier la situation. Et permettre ainsi d'identifier des futures démarches potentielles, de définir une stratégie, des objectifs opérationnels pour répondre à vos différentes problématiques. Et le deuxième niveau qu'on appelle un accompagnement personnalisé, c'est un accompagnement qui peut aller jusqu'à 6 mois, voire plus, hein, ou même 1 mois. Il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment personnalisé. Et là, ce niveau-là, ça permet de vous accompagner, de co-construire votre projet, de vous accompagner dans votre stratégie de mise en œuvre de projet et de co-construire avec votre conseiller CEP votre plan d'action. Ben, les demandeurs d'emploi font du CEP, mais avec Pôle emploi. Pôle emploi fait du CEP. Et pour prendre un rendez-vous et être orienté vers le bon opérateur, parce que c'est vrai que c'est compliqué avec tous ces opérateurs-là, rien ne vous empêche de prendre contact avec le numéro, c'est un numéro libre, hein, 09 72 01 02 03, pour prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, et la plateforme, si vous tombez sur le mauvais opérateur, va vous orienter très, très bien, ou directement sur le site internet mon-servicecep.fr. Et comme on s'adresse aux salariés et chefs d'entreprise, le conseil en évolution professionnelle vous permet de prendre des rendez-vous le samedi matin ou le soir jusqu'à 20 heures, ou le matin à partir de 8 heures. Et les rendez-vous se font par tout type de modalité. Ça peut être en présentiel, au téléphone, en visio, ou même à travers notre plateforme Movebox qui vous permet de construire votre projet et travailler votre projet en ligne le week-end, la nuit, quand vous le souhaitez. Donc, la durée de l'accompagnement, la durée en termes de mois, d'horaire, les modalités d'accompagnement, bah, c'est vous qui définissez comment vous voulez être accompagné. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le CEP, c'est vraiment vous qui définissez votre accompagnement. Oui, la Movebox, en fait, c'est une plateforme qui est du réseau EVA, où là, en fait, on a créé des modules en ligne, exemple, le module création d'entreprise, et la personne qu'on accompagne bah, va construire son étude de marché, va construire ces éléments à travers cette plateforme qu'on appelle Movebox.
Et c'est propre au réseau EVA, cette plateforme Movebox. C'est une plateforme plutôt ludique et qui peut vous permettre de travailler votre projet. Oui, après, les autres opérateurs comme Pôle emploi et autres ont d'autres outils, hein. Par exemple, Pôle emploi, ils ont l'Emploi Store. C'est une application en ligne, tout à fait, mais il faut passer par un conseiller en évolution professionnelle qui vous inscrit, qui vous explique et qui vous accompagne dans le projet. Oui, en fait, dans toutes les régions de France qui sont tenues par le réseau EVA, vous avez la Movebox. Et il suffit de vous rapprocher de votre conseiller et de découvrir cette nouvelle modalité. Et dans certaines régions, vous avez même des ateliers collectifs où vous pouvez rencontrer d'autres personnes qui ont par exemple un projet de création d'entreprise et échanger entre vous sur les difficultés rencontrées. Oui, c'est ça, l'Emploi Store. Donc on arrive au terme de notre webinaire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si j'ai raté des questions. Mais dans tous les cas, vous avez le replay qui est disponible sur mon-service-cep.fr. Merci pour vos retours positifs. J'étais ravi d'animer cette webinaire avec vous, hein. Il y a eu pas mal de questions, de participation, donc c'était très agréable aussi pour moi de pouvoir échanger avec tout le monde. Et j'espère avoir pu vous apporter des petits éléments de réponse ou clarifier certains éléments. En tout cas, je vous remercie à toutes et à tous, hein, pour votre participation. Et à bientôt pour de prochains lundis du CEP. Donc n'hésitez pas, si demain vous avez d'autres projets et autres, à participer à d'autres webinaires et à parler autour de vous. Merci à vous, bonne journée. Au revoir.